C'est un atelier qui est enregistré, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Promotion Santé Île-de-France. Donc, si vous voulez pas que votre caméra apparaisse, vous pouvez couper votre caméra ou renommer votre nom si vous ne voulez pas apparaître sur le replay. Évidemment, c'est un atelier qu'on veut ouvert à tous, aux personnes qui connaissent très bien les dispositifs comme les personnes qui les connaissent moins. Donc l'idée, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à échanger dans le chat, voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires suite à nos présentations. Donc pour commencer, donc moi je suis Pauline Barbet de Promotion Santé Île-de-France, je suis chargée de projet dans l'association et je travaille notamment sur le réseau CO, donc le réseau régional d'appui aux coordinateurs territoriaux en santé francilien, donc qui comprend les coordinateurs d'ASV, CLS, CLSM et CPTS et MSP depuis 1 an et demi maintenant. Et du coup, on a construit cet atelier avec Margot, Camille et Lise, que je laisse se présenter juste après. Peut-être je peux prendre la suite. Bonjour tout le monde. Donc je suis Margot Fett, chargée de projet à Fabrique Territoire Santé. Fabrique Territoire Santé, c'est une plateforme ressources nationale pour les démarches territoriales de santé, donc ASV, CLS, CLSM. Historiquement, c'était la plateforme ressources pour les ateliers santé-ville. Et en 2007, on est devenu Fabrique Territoire Santé. Donc il y a quatre objectifs, un peu quatre grands axes à la Fabrique, c'est de faire remonter les connaissances des territoires via la capitalisation, mais aussi via des enquêtes flash également, de valoriser les actions locales. Donc, on a une base d'inspiration aussi où on vient valoriser, donner à voir les actions qui se mettent en place sur les territoires dans le cadre des démarches territoriales de santé, de faire réseau également par des rencontres, qu'elles soient nationales ou aussi en webinaire, et de diffuser de l'information via notre site et via une newsletter mensuelle. Voilà, merci. Donc, Merci. je prends la suite. Donc, je suis Camille Bonneau, je suis chargée de mission à la FEMASIF, principalement sur les thématiques de la démarche qualité, de la santé publique et des articles 51. Et donc, je travaille pour la FEMASIF, qui est la Fédération régionale des maisons de santé d'Île-de-France, qui existe depuis 2010. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'accompagner des professionnels de santé libéraux à exercer en mode coordonné au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc, on est composé d'un conseil d'administration qui est lui-même composé de plusieurs professionnels de santé avec plusieurs professions qui sont représentées. On a des médecins, on a des infirmières, on a des kinés. Et donc, on accompagne les maisons de santé de leur création jusqu'à des phases où elles sont plus mûres. Donc, on peut les accompagner à la fois au début sur des conseils un petit peu plus juridiques, sur des questions de montage de projet, et puis au fur et à mesure de leur évolution, les accompagner sur la mise en place de missions de santé publique, sur leur démarche qualité, sur des actions de médiation, enfin voilà, sur un champ assez large au travers d'un dispositif de formation, au travers de webinaires réguliers. On a également une journée régionale dont la dernière s'est tenue la semaine dernière. Et donc voilà, on accompagne nos adhérents. Donc on vous remercie Pauline de nous avoir invités et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Lise Godin que je laisse également se présenter. Merci. Merci. Tu parles fort, je prends ton micro. Ouais, j'espère qu'on m'entend. Moi, du coup, je suis chargée de mission stratégie territoriale en santé à la FEMASIF avec Camille. Et moi, je suis plus particulièrement sur une mission de mise en lien avec les collectivités locales pour promouvoir l'exercice coordonné en MSP, voire avec les villes, notamment pour comment elles peuvent faciliter la mise en place de MSP et accompagner les professionnels de santé qui souhaiteraient s'installer. Voilà. Merci à toutes les trois. Du coup, l'idée, hop, donc je vais vous présenter un petit peu le déroulé de cet atelier. Donc, on est ensemble jusqu'à midi. Donc l'idée, c'est qu'on vous a préparé des petits temps interactifs pour tester vos connaissances que vous allez voir juste après et pour partager vos pratiques qui aura lieu un peu plus tard dans l'atelier. Des temps de questions-réponses sont prévus, comme je le disais tout à l'heure, voilà, pour que vous puissiez répondre à vos questions,
qu'on puisse éclaircir certains points si nécessaire. Et puis, bah, évidemment, des temps de présentation sur les différents dispositifs, leurs enjeux, des ressources pour aller plus loin et des productions notamment faites par la FEMASIF et Fabrique Territoire Santé sur les dernières années. Donc, ce qu'on vous propose pour commencer, bon, je reviens sur les objectifs pédagogiques, pardon, j'ai passé un peu vite, mais l'idée, bah, voilà, c'est de vous présenter, c'est de connaître les différents dispositifs territoriaux en santé, comme ce que je disais en introduction, à la fois leurs différences, mais aussi leur complémentarité. Et l'enjeu, enfin, l'idée, c'est que dans votre pratique professionnelle, vous puissiez bah, savoir travailler en collaboration et en réseau avec ces dispositifs, que vous puissiez mieux les connaître pour mieux travailler avec eux et que vous puissiez les engager comme partenaires pour travailler sur des projets en prévention et promotion de la santé selon votre secteur d'intervention. On va commencer par un petit test de connaissances, on va dire, sur les dispositifs, sur un peu, pour un peu voir quelles sont vos représentations et vos connaissances des différents dispositifs qu'on va vous présenter juste après avec Margot, Camille et Lise. Donc, ce que je vous propose, c'est de scanner ce QR code si c'est possible pour vous. Donc, je le laisse à l'écran, histoire que tout le monde puisse y accéder. Hop. Alors, vous trouvez le QR code juste ici, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de le scanner. Alors, il y a des personnes qui viennent juste de se connecter, donc j'attends qu'elles se connectent pour qu'elles puissent scanner le QR code, et puis après on pourra commencer les petites questions. J'ai l'impression que ça... Ah, encore une personne, que ça grimpe plus trop. Alors, on va commencer tranquillement avec la première question. Hop. Parmi ces 5 dispositifs, donc vous les avez également sur vos téléphones ou l'outil avec lequel vous avez scanné le QR code. Parmi les 5 dispositifs, donc CLS, CPTS, ASV, MSP ou CLSM, lequel a émergé en premier selon vous? Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Non. Bonjour, oui, on vous entend, mais l'idée c'est que on n'utilise pas les micros aujourd'hui. Désolé, on est un peu trop nombreux pour ça, donc je vous invite à utiliser le chat si possible pour vous. Euh, on est actuellement en train de faire un petit quiz de connaissances. Vous pouvez rejoindre le quiz avec le code qui est juste partagé sur l'écran. Merci. Alors, encore quelques instants, il y a quelques personnes qui n'ont pas encore répondu. Il y a des personnes qui répondent dans le chat aussi. Alors, d'après vous, c'est plutôt le CLS suivi de l'ASV qui aurait émergé en premier majoritairement. Alors, je vous propose de regarder la réponse. Et il s'agit de l'ASV qui a émergé en premier. Donc, Margot reviendra tout à l'heure sur un peu l'émergence de dispositifs. C'est drôle de voir que du coup, le CLS apparaît comme le dispositif qui a émergé en premier. Vous verrez juste après, on reviendra sur l'historique de tous ces dispositifs. Hop. Seconde question qui est un peu plus compliquée sur là les structures d'exercice coordonnées. Concernant les communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS,
et les maisons de santé pluriprofessionnelles, donc les MSP, retrouvaient la fausse information parmi les quatre affirmations qui sont juste présentées. Donc la MSP est une structure physique. Le territoire d'intervention d'une CPTS peut aller au-delà de l'échelle intercommunale. Tout professionnel de santé peut rejoindre une MSP. Et la CPTS est portée par une association de professionnels de santé. Donc retrouver dans ces affirmations laquelle est la fausse. Encore quelques instants. Hop. Alors, on va passer à la réponse. Du coup, la fausse affirmation était la réponse 3. Tout professionnel de santé peut rejoindre une MSP. Camille et Elise reviendront sur ça tout à l'heure. Pourtant, la réponse majoritaire était que le territoire d'intervention du CPTS peut aller au-delà de l'échelle intercommunale. C'est pas faux pour le coup, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais une CPTS peut aller au-delà de cette échelle. Vous le verrez juste après. On passe à la question suivante, qui là pour le coup est une question ouverte. Donc on vous laisse y répondre. Vous pouvez y répondre plusieurs fois à cette question. Quels sont selon vous les objectifs communs à ces 5 dispositifs territoriaux en santé, donc ASV, CLS, CLSM, CPTS, MSP? Qu'est-ce qui selon vous les relie? Quelles sont finalement les choses qui font commun entre ces différents dispositifs? Alors, je vous laisse encore quelques instants pour répondre afin de pouvoir un peu regarder globalement quelles sont vos réponses. On voit qu'il y a des choses qui se rejoignent, des choses un peu différentes. C'est chouette de voir vos différentes représentations sur ces dispositifs. Donc, d'après vous, les objectifs communs à ces dispositifs, c'est que c'est des structures de coordination. C'est des structures qui ont pour objectif de faire de la promotion de la santé, de promouvoir la santé.
Des objectifs également en lien avec l'offre de soins, de structurer l'offre de soins, de faciliter le parcours de soins des patients ou des usagers. Également des structures qui permettent de réduire les inégalités sociales de santé, en tout cas de ne pas les aggraver, qui permettent également de coordonner les différents acteurs de santé d'un territoire. J'ai vu également des structures pluriprofessionnelles ou interprofessionnelles, donc qui coordonnent les acteurs et les actions. J'ai vu passer également. Qui s'inscrivent sur un territoire, c'est quelque chose que j'avais pas vu avant. Et je crois que je suis passée par peu toutes les propositions. Merci pour vos réponses. Et du coup, l'objectif final qui serait améliorer la santé des populations, une personne l'a ajouté. Donc, merci pour vos réponses. C'est des choses sur lesquelles on reviendra pendant nos présentations juste après. Et enfin, dernière question de ce petit quiz introductif. Quelles sont, selon vous, les principales différences entre ces cinq dispositifs? Pareil, c'est une question ouverte, donc vous pouvez répondre avec plusieurs réponses si vous le souhaitez. On vous laisse encore quelques instants pour répondre. Alors, si je commence à reprendre les différences selon vous, donc c'est l'échelle, le territoire, qui est pas mal revenu de ce que je vois. Les thématiques d'intervention, donc le champ d'intervention, le public qui est ciblé, la différence d'objectifs entre ces différents dispositifs, la gouvernance, les types de professionnels qui composent ces structures, ou en tout cas qui font partie de ces dispositifs, le portage, donc qui les porte, c'est la même chose ici, la thématique. Et donc, il y a quand même des choses qui se recoupent beaucoup sur ces différentes différences. C'est chouette parce que du coup, on va essayer de revenir sur tous ces points, sur justement les différences, les complémentarités, un peu comment on peut différencier ces dispositifs selon leurs échelles, leur portage, les professionnels qui les composent, les parties prenantes, etc. Donc, on espère que cette présentation va répondre à vos questions. Je repasse au support de présentation. Hop. Tac. Et l'idée, c'est qu'on passe à la présentation des différents dispositifs, donc ASV, CLS, CLSM, CPTS, MSP. On a choisi pour vous présenter ces dispositifs d'avoir une trame un peu commune avec Margot, Lise et Camille pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et un peu globale des dispositifs en reprenant du coup l'historique de ces dispositifs. Quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs parties prenantes et leurs financeurs, leur organisation ou leur gouvernance, quelles sont leurs stratégies d'intervention et ou leurs thématiques de travail. Du coup, Margot, je te propose de commencer si ça te va. Oui, c'est bon.
Du coup, là, ce que je vais vous présenter, c'est les démarches territoriales de santé, donc que sont les ateliers santé-ville. Donc, je vais commencer par eux parce que vous le verrez, mais c'est les premières démarches en fait qui ont été créées dans les années 2000 en même temps que les CLSM. Donc, ensuite, je vous présenterai les conseils locaux de santé mentale et enfin les contrats locaux de santé qui ont été créés en 2009, donc un peu plus tard. Donc, les ateliers santé-ville, c'est une démarche d'animation territoriale qui a pour objet la coordination des acteurs et des actions locales de santé sur les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et ça a pour objectif de permettre une articulation dynamique entre la politique de la ville, donc le contrat de ville, et les politiques de santé publique. Donc c'est vraiment l'objectif un peu voilà, primordial des ateliers santé-ville, c'est de créer un lien entre la politique de la ville et les politiques de santé publique, tout en promouvant la participation de la population sur les quartiers, sur les questions de santé. Donc, ce qu'il faut retenir là principalement, c'est que c'est une démarche qui est ciblée sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui a pour finalité d'articuler politique de la ville et santé publique, avec une attention portée à la participation des habitants. Au niveau de l'historique et du contexte législatif, donc les ateliers santé-ville, ils ont été créés par le comité interministériel des villes du 14 décembre 1999. Donc au départ, c'était une expérimentation avec pour volonté d'inscrire la santé comme une priorité forte dans les nouveaux contrats de ville, donc les contrats de ville en fait qui ont couru entre 2000 et 2006 en encourageant des expérimentations en matière de santé sur les territoires prioritaires politiques de la ville. Le comité interministériel des villes, il a pour objectif de définir, d'animer et de coordonner les actions de l'État dans le cadre de la politique de la ville. Ensuite, il y a eu la circulaire du coup de la DGS et de la Direction interministérielle des villes qui date du 13 juin 2000 et elle qui a en fait fixé le cadre d'organisation des ateliers santé-ville et un peu voilà qui a un peu fixé l'organisation nationale des ASV, légitimé aussi les ASV au niveau national et mis en évidence l'articulation des ateliers santé-ville avec les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, donc les PRAPS. Et en 2009, avec la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, les ateliers santé-ville, ils peuvent être inscrits dans les contrats locaux de santé conclus entre les ARS et les collectivités locales. Donc avec la création des contrats locaux de santé en 2009, il y a eu cette volonté aussi d'articuler les ateliers santé-ville et les contrats locaux de santé. Pour les ateliers santé-ville, il y a également un référentiel national qui a été mis en place en 2012 et qui vient poser un cadre méthodologique commun qui a aussi permis leur mise en place et leur déploiement du coup dans les années 2000, 2010. Euh, Peut-être tu peux aller à la slide suivante. Merci. Donc ouais, celui d'avant. Les ateliers santé-ville, donc il y a deux objectifs, c'est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de favoriser l'association des habitants et des professionnels aux décisions concernant la santé. Et tout ça avec une démarche d'ingénierie de projet qui s'appuie sur un diagnostic territorial et partagé, donc avec des actions, des thématiques de travail qui reposent un peu sur l'objectivisation des besoins locaux de la population. Tu peux aller à la slide suivante. Merci. Et donc au niveau des missions, donc elles sont diverses. Il y a le fait d'améliorer la connaissance sur l'état de santé du territoire en matière de déterminants de santé, avec un diagnostic territorial, et ça peut se traduire concrètement par la mise en place d'un observatoire local de santé, de mobiliser et coordonner les différents acteurs du territoire, de renforcer aussi les compétences des acteurs locaux via l'information, la formation, l'appui méthodologique aux porteurs de projets, de développer la participation active des habitants, de favoriser l'accès à la santé de la population et l'amélioration de la prise en charge des populations, de mettre en cohérence la politique de la ville et les politiques de santé locales et régionales, et d'assurer le suivi et l'évaluation des projets engagés. Peut-être tu peux aller à la slide suivante. Parfait. Donc au niveau des thématiques, les thématiques de santé, elles sont identifiées à partir du diagnostic. Donc ça peut varier vraiment d'un ASV à l'autre et d'un territoire à l'autre. Mais on peut retrouver voilà, prioritairement donc l'observation locale en santé, l'accès aux droits et aux soins, les questions de prévention et de promotion de la santé au niveau de la nutrition, l'activité physique, la vaccination,
les enjeux de santé mentale, de santé environnement également, de parcours de soins avec les questions de réseau de santé, de lien ville-hôpital, et aussi des approches populationnelles comme la santé des femmes, la périnatalité, la petite enfance et les enjeux liés au vieillissement. Slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, au niveau des parties prenantes, l'ASV, donc, il met en réseau les acteurs et actrices locaux qui sont engagés dans la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, aussi bien les partenaires de la politique de la ville, mais aussi plus largement toutes celles et ceux qui agissent dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Donc, on peut retrouver les professionnels des services municipaux, des institutions et des organismes de services publics ou privés, aussi les professionnels et les bénévoles d'associations, les élus, les habitants. Donc voilà, un large maillage d'acteurs locaux. Et au niveau des périmètres et échelles d'intervention, donc on l'a vu, mais les ateliers santé-ville, ils sont prioritairement à l'échelle des quartiers prioritaires politiques de la ville, à l'échelle des communes, mais aussi parfois il peut y avoir plusieurs quartiers prioritaires politiques de la ville et un atelier peut couvrir plusieurs quartiers au sein d'une intercommunalité. C'est le cas de figure qu'on retrouve plus majoritairement le fait qu'il y ait un ASV qui couvre plusieurs QPV d'une intercommunalité. Les structures de portage, donc elles sont libres, la structure juridique de portage, elle est libre, mais le plus souvent, on retrouve des ASV qui sont portés par les centres communaux d'action sociale ou les centres intercommunaux d'action sociale, mais aussi des associations également. Et au niveau des financements, donc c'est assez divers, mais on retrouve l'ARS, l'ANCT et les collectivités territoriales porteuses. Parfois, ça peut être qu'un des financeurs, parfois les deux, parfois les trois. Ça varie en fonction des contextes. Au niveau de la gouvernance, donc la gouvernance de ces démarches, la majorité des ASV ils sont composés d'un COPIL, un comité de pilotage et d'un comité technique. Au niveau de la fréquence de ces réunions, là par contre, ça peut varier. Il y a des ASV dont le COPIL se réunit plus souvent que d'autres. On a pu voir dans une récente enquête qu'on avait menée que généralement le COPIL d'un ASV se réunit une fois par an, ce qui est assez peu. Mais voilà, on peut au niveau de la gouvernance retrouver au niveau de la commune souvent le maire ou l'adjoint chargé du volet santé du contrat de ville. Pour les services de l'État, le représentant du préfet désigné par celui-ci, donc le délégué territorial en charge de la politique de la ville, et puis souvent donc un représentant du directeur général de l'ARS. Donc souvent c'est le délégué départemental euh, de l'agence régionale de santé. Donc on peut voir un peu les tripartites un peu là de des représentants qu'on peut voir dans les instances du COPIL et du COTEC, en fonction que ce soit le COPIL, donc plus au pilotage, ou COTEC, plus technique, c'est différentes personnes qui peuvent rejoindre ces instances. Voilà au niveau de la gouvernance. Ensuite, slide suivante. Ah, est-ce que tu peux peut-être juste aller à la slide suivante, Pauline? S'il te plaît. Ah, super. Donc ça, c'est vraiment les indispensables un peu dans la gouvernance de l'atelier santé-ville, mais on peut aussi associer au comité de pilotage plusieurs partenaires. Donc souvent, ça peut être le chef de projet du contrat de ville ou le coordinateur du volet santé du contrat de ville. Souvent, c'est le coordinateur de l'atelier santé-ville, mais aussi le coordinateur du programme de réussite éducative, de la cité éducative. Ce sont des démarches qui sont menées dans le cadre de la politique de la ville. La politique de la ville, il y a tout ce qui est aussi au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, au niveau économique. Donc, c'est de faire le lien aussi de la santé via tous ces éléments de la réussite éducative ou de la cité éducative. Ça paraît un enjeu important, mais aussi les représentants des habitants et de leur association, également les représentants des professionnels de santé. Et puis les établissements de santé également, les structures de soins de premier recours peuvent être présents dans ces instances, avec aussi des partenaires qui interviennent en lien avec la santé, donc le département, la région, les services déconcentrés de l'État, et également des représentants d'opérateurs experts comme les centres de ressources politiques de la ville ou les promotions santé également, ou les observatoires régionaux de santé. Donc ça, c'est dans l'idéal où on voudrait avoir aussi une gouvernance qui soit vraiment partagée. Voilà, et qui peut vraiment s'étendre du coup à un large panel d'acteurs, comme vous le voyez.
Suite à une capitalisation que la fabrique avait menée sur les ateliers santé-ville, il y a plusieurs plus-values de l'ASV qui ont émergé, à la fois pour les habitants, parce que ça permet du coup des actions directes qui visent une population, et ça permet aussi que les habitants participent au processus de décision. Euh, et ça peut avoir du coup plusieurs effets, des habitants acteurs de leur santé, mais aussi des bénéfices plus largement sur l'état de santé de la population. Pour les professionnels, vous l'avez mis hein, dans le WooClap, mais c'est voilà, c'est une démarche territoriale de santé qui permet aussi un travail en réseau, qui permet aussi de mettre en place des partenariats et qui permet d'apporter des supports en termes d'organisation de formation également pour les professionnels qui travaillent sur ces enjeux, avec un effet de renforcement des compétences et également des réflexions sur les postures professionnelles, parce que c'est aussi des espaces qui permettent de mettre en réseau les professionnels pour échanger sur leur posture, sur les problématiques qu'ils rencontrent, et du coup une meilleure réactivité quand il y a une problématique qui émerge, donc à terme avec des effets sur les habitants et sur les institutions. Des plus-values également sur les politiques publiques, avec une mobilisation des élus et des services municipaux parce que vous avez pu le voir dans les instances du coup de gouvernance, il y a les services municipaux, il y a les élus, mais également aussi les professionnels associatifs, du médico-social, et les effets, donc une mise en synergie des politiques de santé avec la politique de la ville, et du coup de mobiliser aussi le droit commun euh, en lien avec la politique de la ville, donc qui est une politique spécifique incarnée par le contrat de ville, avec pour objectif général de réduire, en tout cas de contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, en s'appuyant sur les axes stratégiques en promotion de la santé, voilà, qui ont été incarnés dans la Charte d'Ottawa en 1986. Ça, on le verra aussi plus tard, mais ce qui caractérise une démarche euh, Atelier Santé-Ville, c'est voilà, une démarche projet. On s'appuie sur un diagnostic local partagé. On met en place et en œuvre un programme, une programmation d'action avec une construction de partenariats et de réseaux. Et ça, c'est vraiment le rôle aussi de la coordination Atelier Santé-Ville, de mettre en synergie les acteurs publics, associatifs, de développer une approche transversale et intersectorielle, et avec une recherche de participation des habitants, donc une démarche ascendante qui s'appuie sur les besoins locaux identifiés par les habitants, et voilà, avec une territorialisation de l'action. Voilà pour les ateliers santé-ville. Et la prochaine démarche, du coup, ce sont les conseils locaux de santé mentale. Eux aussi, ils ont été créés dans les années 2000, les conseils locaux de santé mentale, mais ils incarnent, eux, particulièrement les approches communautaires en santé mentale, et ils déclinent le concept de santé mentale publique à l'échelle locale en France. Donc, c'est une démarche spécifiquement sur les enjeux de promotion de la santé mentale, contrairement aux ateliers santé-ville qui étaient vraiment beaucoup plus larges sur les questions de santé et politique de la ville. Donc, ils intègrent et ils permettent d'intégrer la santé mentale dans le champ de la santé publique. C'est une démarche orientée vers la citoyenneté, le vivre ensemble, vers une prise en charge globale et décloisonnée, et avec une philosophie de ne pas avoir de partenaire, mais être partenaire. Donc, slide suivante, peut-être comme ça on pourra voir un peu plus les objectifs et les missions socles des conseils locaux de santé mentale qui ont pour objectifs principaux de mettre en œuvre une stratégie locale de santé mentale. Et ces conseils locaux de santé mentale, ils ont 5 objectifs spécifiques. Déjà, c'est de lutter contre la stigmatisation liée à la santé mentale. Et concrètement, oui, vous pouvez voir par exemple par rapport aux semaines d'information de la santé mentale, où il y a tout un champ d'action qui sont mis en place pour lutter contre la stigmatisation liée aux enjeux de santé mentale. Au-delà de la prévention des troubles psychiques, c'est aussi agir sur les déterminants de la santé mentale, donc vraiment avec une vision large de promotion de la santé mentale sur les enjeux de logement, d'aménagement, d'emploi, d'éducation, de culture. Voilà, vraiment une approche qui s'inscrit euh, en lien avec la promotion de la santé mentale. Le fait aussi de favoriser l'inclusion sociale et le respect des droits et des personnes concernées par les troubles psychiques. C'est aussi un objectif spécifique du Conseil local de santé mentale, et de favoriser le travail sur les parcours de soins. Donc, vous voyez, ouais, ça fait beaucoup d'objectifs spécifiques. Ce qui est recommandé pour un conseil local de santé mentale qui démarre,
c'est de commencer voilà, par un ou deux objectifs spécifiques structurants et de monter graduellement sur, voilà, sur les autres objectifs spécifiques pour éviter de se noyer dans, voilà, ces objectifs-là qui peuvent être lourds en termes de mise en place et de coordination des acteurs. Le Conseil local de santé mentale, c'est plusieurs décennies de réflexion, parce que même s'ils ont été mis en place dans les années 2000, c'est vraiment une réflexion qui remonte même dans les années 1970, où il y avait eu deux circulaires, donc une en 1972 et une en 1990, qui recommandaient la création d'organismes consultatifs qui pourraient être dénommés conseils de santé mentale de secteur. Donc il y avait déjà cette volonté, cette prise en compte d'avoir des conseils de santé mentale de secteur, avec en 2002 également la loi sur la démocratie de proximité qui avait institué des conseils de quartier. Et c'est en 2016 que la loi de modernisation du système de santé va vraiment inscrire les conseils locaux de santé mentale dans la loi, même s'ils avaient été créés, voilà, depuis les années 2000, il y en avait déjà, mais c'est en 2016 qu'il y avait vraiment eu une concrétisation juridique, en tout cas dans la loi, ce qui a permis vraiment qu'ils puissent être consolidés ensuite. Donc, c'est la loi de modernisation du système de santé qui a inscrit pour la première fois les CLSM. Ça a fait suite à une instruction de 2016. Donc voilà, c'est l'instruction de la DGS CGET de 2016 qui est relative à la consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé mentale, en particulier dans le cadre des contrats de ville. Donc au début, c'était dans le même sens que les ASV, c'était vraiment au niveau des contrats de ville, bien qu'après les CLSM, c'est vraiment au-delà. Ça concerne tous les territoires et pas seulement les territoires qui sont incarnés par le contrat de ville. En 2025, comme il n'y avait pas eu voilà, d'autres instructions depuis 2016 et qu'il y avait eu d'autres démarches qui se sont créées depuis, donc les projets territoriaux de santé mentale, les CLS, il y a eu une volonté en 2025 de produire une nouvelle instruction qui actualisait celle de 2016 et qui a permis de consolider, de généraliser et de mettre en place un référentiel national pour clarifier le rôle des CLSM et leur articulation avec d'autres dispositifs, notamment les contrats locaux de santé et les projets territoriaux de santé mentale qui sont mis en place plus à l'échelle départementale, mais qui sont largement articulés avec les conseils locaux de santé mentale. Donc, je vous ai mis après le guide de recommandation qui a été mis en place par le centre de ressources des conseils locaux de santé mentale, parce qu'il y a voilà, il y a un centre de ressources qui est dédié aux démarches des CLSM. Voilà, donc c'est ça, le guide créer et faire fonctionner un conseil local de santé mentale. Ce guide de recommandation, il fait suite à l'instruction de 2025 et il y a tout un tas de recommandations sur les articulations, sur la mise en place d'un conseil local de santé mentale. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes intéressé, à le feuilleter. Et du coup, peut-être qu'on peut revenir sur voilà, les petites slides d'avant pour voir un peu l'organisation et le fonctionnement d'un conseil local de santé mentale. Donc, pour les conseils locaux de santé mentale, il y a un 4 quarts un peu voilà, obligatoire qui est composé du coup des élus locaux qui permettent de définir le cap stratégique du conseil local de santé mentale, mais également les professionnels de la psychiatrie publique. Ça permet de relier le soin à la vie quotidienne, mais ils sont voilà, indispensables dans la gouvernance d'un conseil local de santé mentale. Également les personnes concernées, donc qui permet vraiment d'apporter l'expérience et la participation des personnes qui est primordiale pour construire les solutions adaptées, et également les proches aidants pour avoir voilà, c'est pour permettre un soutien à l'ensemble du parcours des personnes concernées, donc avec une inclusion aussi des proches aidants dans l'organisation et le fonctionnement des conseils locaux de santé mentale. Donc ça, c'est un peu le 4 quarts un peu qui est recommandé, mais le CLSM, il est ouvert à l'ensemble des partenaires du territoire et il s'enrichit de la diversité des parties prenantes, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, du médico-social, de la justice, du sport, du logement, l'environnement, pour permettre une approche aussi globale de la santé mentale. Hop, sur la slide suivante, au niveau des financements, donc de manière générale, c'est l'Agence régionale de santé et ou la collectivité territoriale porteuse qui finance le conseil local de santé mentale et parfois c'est l'hôpital aussi. Donc ça, c'est moins, en tout cas, on l'observe moins, mais il est recommandé aussi que ce soit un financement tripartite. euh,
Et donc les financements, c'est pas seulement pour le poste de coordination, mais ça vaut aussi pour toutes les autres démarches territoriales de santé, mais aussi pour permettre la participation des personnes concernées, pour le financement des projets, de la communication. Voilà, donc c'est tout un ensemble d'actions, donc à la fois projet et coordination pour la question des financements. Donc le fonctionnement d'un conseil local de santé mentale, donc il y a également le comité de pilotage qui est présidé par le maire ou l'élu, et il est co-animé par le chef du secteur de la psychiatrie. Et le comité de pilotage, il va falloir définir les priorités et proposer la création de groupes de travail. Donc, il y a des groupes de travail aussi qui s'articulent avec une assemblée plénière qui est présidée par le maire et qui a lieu une fois par an. Donc, tout ça, ça s'articule avec le programme de réussite éducative, mais également voilà, l'analyse des besoins sociaux, également mise en place par les centres communaux d'action sociale, les, tout ce qui est lié aussi aux enjeux d'éducation. Et ça s'articule avec le projet territorial de santé mentale et également les autres CLSM locaux. Voilà. Donc ça, et le rôle de la coordinatrice, c'est voilà, de mailler ces acteurs, d'impulser les dynamiques et de coordonner toutes ces instances, comité de pilotage, groupe de travail, assemblée plénière. Voilà pour le fonctionnement et les liens. Les conseils locaux de santé mentale, c'est pour toutes les personnes et pas seulement celles qui souffrent de troubles psychiques. Donc, on est vraiment dans une vision large de la santé. Et également pour les professionnels, parce que ça permet une mise en réseau, également, un peu comme les ateliers santé-ville et comme pour toutes les démarches de coordination, comme vous l'avez mis un peu dans le Book Lab, c'est aussi une mise en réseau des professionnels pour plusieurs types d'actions. Là, j'ai mis quelques exemples, mais ça peut vraiment être plus large. Mais pour vous donner à voir quelques exemples concrets, ça peut aller de la sensibilisation sur le vécu des troubles psychiques par exemple, les adhérents du GEM. Donc, les GEM, c'est les groupes d'entraide mutuelle locale auprès des habitants d'un quartier. Donc là, on est plutôt dans la sensibilisation, lutte contre la stigmatisation des enjeux liés à la santé mentale par la mise en place d'un jardin partagé entre jeunes de la mission locale et usagers de l'hôpital de jour, par exemple. Donc là, on est plutôt dans la mise en place et des rencontres qui favorisent l'inclusion sociale des personnes atteintes d'un trouble psy. Et également, ça peut aller aussi vers des campagnes d'affichage anti-stigmatisation dans les transports en commun. Donc là, on est plus dans ces enjeux d'information, de communication et de lutte contre la stigmatisation. Donc voilà pour les exemples d'actions. Et au niveau de l'échelle territoriale, selon l'état des lieux national sur le fonctionnement des conseils locaux de santé mentale qui a été élaboré par le centre de ressources, des CLSM dont je vous parlais tout à l'heure, la plupart des conseils locaux de santé mentale, ils sont actuellement déployés à l'échelle d'une commune, bien qu'on peut voir aujourd'hui un nombre de croissant de conseils locaux de santé mentale qui se créent à l'échelle intercommunale. Et certains CLSM, bien que moins nombreux, ils se développent à l'échelle du secteur psychiatrique. Donc c'est encore une autre échelle territoriale. Et dans les grandes métropoles, donc notamment à Lyon, il y a un exemple d'un CLSM qui couvre parfois plusieurs arrondissements aussi. Donc par exemple à Lyon, il y a plusieurs CLSM, parfois qui couvrent, et chacun couvre son lot d'arrondissements, et il y a un CLSM intercommunal. Donc voilà, on peut avoir plusieurs modalités euh, de, d'échelle territoriale. Il n'y a pas une échelle territoriale qui est préconisée. C'est vraiment en fonction des contextes. Et d'ailleurs, pour optimiser l'efficacité d'une démarche locale en santé, il est crucial que cette définition du territoire elle résulte d'échanges constructifs entre les acteurs locaux. Donc, il y a vraiment une discussion sur l'échelle territoriale pertinente en fonction du territoire et qui permettent l'interaction entre les différents niveaux d'acteurs, qui permet de faciliter l'accès aux ressources et aux soins et d'adapter les besoins aux besoins de la population, d'adapter les actions aux besoins de la population. Pardon. Voilà pour l'échelle territoriale. Et puis voilà, cette ressource qui date de l'année dernière et qui est un guide pour créer et faire fonctionner un conseil local de santé mentale. Donc, qui va reprendre là un peu les différents champs que je viens de vous énoncer, mais beaucoup plus illustrés avec des exemples. Donc, c'est vraiment une ressource pour aller plus loin sur le fonctionnement du conseil local de santé mentale. Ensuite, donc pour les contrats locaux de santé, donc les contrats locaux de santé, ils sont régis par l'article, voilà, je vais vous
Je vais vous épargner l'article du Code de la santé publique, mais en tout cas, il met en évidence la mise en œuvre du projet régional de santé qui peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, donc l'agence régionale de santé, garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, celles en situation de précarité ou de handicap. Donc le contrat local de santé, c'est la mise en œuvre d'une stratégie locale de santé avec pour finalité de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé avec une approche communautaire et inclusive. Donc ça, c'est pas forcément toujours mis en avant quand on parle du contrat local de santé, mais voilà, c'est quand même incarné dans le Code de la santé publique avec cette mise en évidence de la participation des usagers, voilà, avec cette approche communautaire et inclusive. Peut-être sur la slide suivante. Donc, est-ce que Pauline, tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a un petit bug, mais Camille, est-ce que toi tu m'entends? Pour voir si c'est moi ou si c'est. Je t'entends, Margot. Par contre, Ah, effectivement, ça saute un peu côté Pauline, ah, j'ai l'impression. oui. Je suis désolée, on a été coupé, on a eu une coupure de Wi-Fi ici. Hmm. Je repartage mon écran, désolée. Ah, pas de souci. J'en profite pour rebondir dans le chat. Il y a eu Mathilde Meigneux, en effet, qui est du coup chargée de mission régionale Île-de-France auprès du Centre national de ressources et d'appui au CLSM. Donc, en effet, c'est une personne qui est chargée en Île-de-France, du coup, de mettre en lien les CLSM franciliens. Donc, elle a laissé son contact. C'est une ressource, voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressés pour mettre en place ou en tout cas avoir plus d'informations sur les CLSM au niveau d'Île-de-France. Donc une ressource précieuse. Et Merci du Mathilde. coup, on ajoutera le contact de Mathilde Mm, dans le support et à la suite de cette rencontre. Et juste pour refaire le lien avec les questions qui ont été mises dans le chat, le mm, support sera envoyé après cette présentation. Je te laisse, Margot, continuer du coup sur les CLS, mm. désolée. Pas de souci. Donc les contrats locaux de santé, il y a deux objectifs prioritaires. Donc de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est ce qui a été mis en tout cas en exergue dans la loi de 2009 qu'on verra ensuite. Et de mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité. Donc, c'est un projet participatif qui s'appuie sur un diagnostic territorial partagé avec des stratégies et objectifs définis en commun, avec un programme aussi d'action pluriannuel qui est co-construit à partir des besoins locaux, avec une mise en place du coup d'un suivi des actions et d'une évaluation de ces actions-là. Slide suivante. Donc les contrats locaux de santé, les grandes stratégies d'intervention, c'est déjà l'interdisciplinarité et le décloisonnement des politiques publiques. Ça, c'est vraiment l'un des enjeux phares du CLS, c'est de mettre autour de la table, en tout cas autour de cette démarche, tous les acteurs du médico-social, social, mais aussi toutes les compétences des villes, logement, habitat, donc de permettre en fait de décloisonner et de créer une culture commune au niveau de la santé avec tous les partenaires qui ont des compétences qui ont un impact sur la santé. La prévention et la promotion de la santé via une action sur les déterminants de santé. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué, le logement, l'emploi et l'environnement. La valeur de l'universalisme proportionné, qui est en fait d'agir pour l'ensemble de la population avec quantitativement ou qualitativement de manière plus importante vers là où il y a de plus de freins à l'accès aux soins et à la santé. Donc voilà, ça c'est l'universalisme proportionné et également voilà cette idée de santé dans toutes les politiques. Et le contrat local de santé, il se situe à l'échelle d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, donc que sont les comités d'agglomération. Le CLS, il peut être aussi conclu à l'échelle d'une métropole. Plus récemment, on voit des CLS qui sont conclus à l'échelle de démarches de projets, donc les PETR ou les PNR, les parcs naturels régionaux. Donc voilà, on peut voir une diversité d'échelles territoriales. On observe qu'ils sont signés à des échelles de plus en plus larges aussi.
donc intercommunal, métropole et pays, les échelles des pays qui regroupent un large champ de territoire. Donc voilà pour les grandes stratégies et échelles d'intervention. Le contrat local de santé, c'est un outil qui établit le lien entre les projets portés par les collectivités et la politique régionale de santé. Donc les collectivités sont reconnues comme les acteurs en premier plan et les interlocuteurs pour l'ARS pour mettre en place les projets de santé. C'est un contrat qui est conclu à minima donc par les collectivités territoriales et les agences régionales de santé, mais on peut y retrouver plus généralement les services de l'État, les préfets, les institutions, les associations, le secteur médico-social. Donc voilà, c'est à minima collectivité ARS avec tout un large panel d'acteurs selon les contextes territoriaux qui existent. L'historique et le cadre juridique du CLS. Donc, tout à l'heure, dans le WooClap, vous disiez qu'il était créé en même temps que l'ASV, en tout cas que c'était deux démarches qui étaient créées en même temps. Donc, le contrat local de santé, c'est une démarche qui a été créée plus tard, donc par la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009. Et ils se sont appuyés largement sur les acquis des ateliers santé-ville qui avaient été développés depuis les années 2000. Et la loi, donc, elle indique voilà, ce qu'on on a dit tout à l'heure, mais que la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus notamment avec les collectivités territoriales. Ensuite, il y a eu la loi de 2016, donc la loi de modernisation de notre système de santé, qui a conforté le CLS comme un mode de contractualisation entre l'ARS et les collectivités locales, donc une confortation en 2016, et la loi décentralisation 3DS en 2002, qui a instauré un axe santé mentale obligatoire dans les CLS. Donc là, c'est venu poser la question aussi de l'articulation du Conseil local de santé mentale quand il existait avec le contrat local de santé. Là, c'était pour vous donner aussi des exemples un peu de comment ça se concrétise un contrat local de santé. Donc, on peut voir qu'il y a les entrées thématiques. Ça peut être par exemple l'accès à la santé et la lutte contre le non-recours. Donc là, on vient le décliner par l'accessibilité aux services publics, avec des actions en quartier prioritaire politique de la ville, par exemple. La santé mentale, donc l'entrée thématique en santé mentale. Et là, ça peut être par exemple d'accompagner et de mettre en place aussi le CLSM, même si après pour le CLSM, il peut y avoir une coordination dédiée. Voilà, travailler sur tout un champ en santé mentale et également de travailler sur le cadre de vie et les environnements favorables à la santé. Donc là, ça peut être des actions sur la sécurité alimentaire, sur l'environnement naturel et bâti. Et là, pour ça, ça va être de s'articuler forcément avec les autres démarches qui existent, donc le plan climat, air, énergie territoriale, le plan local de l'urbanisme. Donc voilà, c'est le CLS, il est aussi voilà, interdisciplinaire, il va permettre d'avoir du lien et de travailler en transversalité. Il y a également du coup une entrée populationnelle qui peut être mise en place avec des projets santé enfants, jeunes. Donc voilà, ça varie vraiment en fonction des CLS. Peut-être pour la slide suivante, on va pouvoir voir du coup les. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'un cadre logique, d'un cadre local d'un cadre logique d'un contrat local de santé. Pardon. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez retrouver ensuite, si vous voulez voir des exemples d'un d'un contrat local de santé. Donc, pour résumer un peu ce qui distingue un peu et l'objectif commun de ces démarches, ce qu'on peut dire déjà, ce qui regroupe ces démarches, c'est que ce sont des démarches partenariales ascendantes. Donc, elles s'appuient sur un diagnostic et la participation des habitants. Elles sont coordonnées et c'est même une de leurs raisons d'être. Voilà, la fonction de coordination est primordiale pour ces démarches-là et elles sont transversales. Voilà, c'est l'idée, c'est aussi voilà, d'aller chercher, on l'a vu hein, à chaque fois pour les démarches, les acteurs, d'autres politiques publiques, une diversité aussi de champs de professionnels, euh, et aussi les élus, la psychiatrie pour le Conseil local de santé mentale, avec des approches spécifiques et des rôles différenciés. Le CLS, c'est une approche globale, intersectorielle, sur un territoire qui est communal, intercommunal, avec, qui concerne un public large, avec la réponse, l'apport de réponses graduées en fonction des besoins. Donc ça, c'est l'universalisme proportionné dont je vous parlais tout à l'heure. Il est plurithématique.
Donc, il n'a pas une thématique phare, hein, c'est nutrition, accès aux soins, santé mentale, habitat indigne, etc. Et c'est une démarche de démocratie sanitaire. L'ASV, lui, le plus souvent, il est axé sur la prévention et l'accès aux droits et aux soins, et il est sur un territoire de proximité. Lui, ce qu'il distingue, c'est qu'il va vraiment être sur les quartiers politiques de la ville, mais parfois intercommunal quand il touche plusieurs quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, il cible, lui, plus spécifiquement les publics en situation de précarité. Et il a des thématiques phares comme la nutrition, l'accès aux soins, la santé mentale, les addictions. Et c'est vraiment une démarche de proximité qui s'appuyée sur toute la philosophie aussi de la santé communautaire. Donc, qui est née aussi avec la politique de la ville, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Le CLSM, lui, c'est une approche ciblée santé mentale globale, donc promotion et prévention de la santé mentale avec voilà, toutes ces démarches et tous ces objectifs liés à l'inclusion sociale, l'accompagnement médico-social et du handicap psychique, les déterminants de la santé mentale, l'accès aux soins, sur un territoire de proximité pertinent pour les acteurs locaux, donc qui peut varier, hein, on l'a vu. Ça peut être le secteur psychiatrique, ça peut être les arrondissements, ça peut être l'intercommunalité. C'est vraiment en fonction de ce qui est pertinent pour le territoire et une approche participative également. Donc ça, c'est quand même ce qui relie aussi les trois démarches, une approche mixte de démocratie sanitaire et de participation de proximité, avec le fait de mobiliser aussi les associations de patients, de familles, les groupes d'entraide mutuelle. Euh, donc avec ces trois démarches, on le verra ensuite, mais ça pose forcément la question des articulations parce que voilà, avec la création des CLS, l'ASV est devenu le volet santé du contrat de ville, donc forcément une articulation CLS-ASV, forcément une articulation aussi CLSM-CLS, et donc ça, on y reviendra un peu plus vers la suite sur la question des articulations qui sont primordiales à se poser, même s'il n'y a pas de réponse toute faite. Voilà Merci. pour moi. Merci Margot. On va passer du coup à la présentation des CPTS puis des MSP. Puis après, il y aura un temps de questions prévu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions maintenant à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre juste après. Concernant du coup les CPTS, qui sont les communautés professionnelles territoriales de santé, sont des structures qui permettent aux professionnels de santé de premier et de second recours de s'organiser dans l'objectif d'améliorer l'accès, la qualité et l'organisation des soins dans leurs différentes dimensions. Et l'idée, c'est de proposer une offre de soins adaptée aux besoins de la population d'un bassin de vie. Donc ça, c'est la définition issue de la loi du 24 juillet 2009 relative à la stratégie Ma Santé 2022 qui structure un peu euh, la version actuelle en tout cas des CPTS. Donc les CPTS, elles ont été impulsées un peu avant ça, donc en 2016, par la loi de modernisation de notre système de santé, dans le but de créer une nouvelle forme d'organisation des soins en ville et de promouvoir l'exercice collectif et coordonné des professionnels de santé de proximité. Et du coup, comme je le disais juste avant, la loi de 2019 formalise les CPTS dans leur forme actuelle et renforce la place des professionnels de santé dans leur création, puisque depuis cette date, depuis cette loi-là, seuls les professionnels de santé peuvent en être à l'origine, en créant ainsi leur propre organisation libérale de territoire. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit à l'initiative des professionnels de santé. L'ordonnance du 12 mai 2021 a précisé du coup la structure juridique des CPTS qui doivent se monter sous la forme d'association loi 1901. Et puis également récemment, la dynamique de déploiement un peu fulgurante des CPTS de ces dernières années a été portée aussi par une volonté gouvernementale avec le plan 100% CPTS qui vise à couvrir l'ensemble de la population française en couverture, enfin que l'ensemble de la population soit couverte par une CPTS sur son territoire. Donc pour revenir un peu du coup sur les missions des CPTS, donc elles sont au nombre de 6, donc avec 4 missions qui sont obligatoires, qui sont aussi dites les missions socles. Donc la première mission tourne autour d'améliorer l'accès aux soins, donc notamment par deux grands volets qui sont faciliter l'accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville. La deuxième mission constitue d'organiser un parcours pluriprofessionnel autour du patient, donc assurer une gestion coordonnée des parcours patients. Une troisième mission sur le développement des actions territoriales de prévention, donc par des politiques de santé publique, de prévention et de promotion de la santé.
Et puis une quatrième mission qui a été ajoutée un peu après les trois premières dans la construction des CPTS telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est la participation à la réponse aux crises sanitaires, puisqu'elles ont joué un rôle majeur dans le cadre de la pandémie de Covid-19, par exemple, par leur implication dans les centres de vaccination, etc. Et puis, il y a également deux missions optionnelles qui peuvent porter des CPTS, qui sont améliorer la qualité et l'efficience des soins et promouvoir et faciliter l'installation en libéral des professionnels de santé sur le territoire correspondant à la CPTS. Donc, concernant le périmètre et l'échelle d'intervention, il n'y a pas de territoire qui est imposé au CPTS. Le territoire idéal d'une CPTS, c'est celui qui permet de réunir un ensemble de professionnels autour d'un projet commun, d'un projet de santé, au bénéfice des usagers en créant une dynamique de proximité. Donc, il peut s'agir d'un arrondissement, d'un quartier d'une ville, d'une commune entière, d'une interco ou d'un bassin de vie à cheval sur plusieurs communes, plusieurs intercos. C'était l'objet de la question un peu la fausse affirmation en introduction de cette présentation. L'échelle de la CPTS peut aller au-delà d'une intercommunalité, par exemple, si l'association de professionnels de santé qui porte la CPTS a un périmètre plus large que celle-là. Et puis, le territoire retenu peut être réévalué au fur et à mesure de la construction et de la vie des projets de la CPTS et des professionnels qui la composent. Concernant les parties prenantes de la CPTS, donc elle est souvent à l'initiative de professions médicales, de la pharmacie et paramédicale, donc masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, IDE, etc. C'est des professionnels d'établissements de santé publics et privés qui peuvent la rejoindre, de structures médico-sociales et sociales également. Les usagers ou représentants du système de santé peuvent également faire partie de la CPTS et participer à la vie de la CPTS. Les collectivités territoriales, évidemment, sont aujourd'hui des acteurs qui prennent de plus en plus, dont les liens essaient de se resserrer davantage avec les CPTS, notamment avec le lien avec ce que présentait Margot juste avant, donc les CLS, les CLSM, et puis les associations de professionnels de santé du territoire, dont notamment les MSP par exemple, les PDSCA, etc. Et donc ça, c'est un ensemble de professionnels de santé qui sont volontaires, qui se manifestent pour participer au projet de santé et au projet porté par la CPTS. Je vous ai mis juste ici une sorte de représentation de l'écosystème de la CPTS. Donc, on peut voir les liens donc entre l'équipe de gouvernance de la CPTS et puis les liens avec les autres acteurs en matière de santé, donc des liens avec des équipes de soins primaires, des dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC, des liens avec des MSP, les centres de santé, des liens avec les structures qui vont à domicile, donc par exemple les SIAD, les SAD, etc. Les liens avec les collectivités territoriales, donc les contrats locaux de santé, les villes, les services sociaux, donc les CCAS notamment, les associations de proximité, les associations du territoire. Les liens également avec les financeurs, donc l'ARS et la CEVAM, j'y reviendrai juste après. Et puis aussi avec les établissements de santé du territoire, par exemple les EHPAD, les autres CHU, ou centres hospitaliers des territoires. Concernant du coup les financements, les CPTS sont financés par l'assurance maladie et selon les territoires par les agences régionales de santé, notamment pour la création de leur projet de santé et l'initiation de la CPTS. Elles doivent signer un contrat du coup qui est décliné de l'ACI, donc qui est l'accord conventionnel interprofessionnel avec la CPAM et l'ARS. Et vous retrouverez juste en dessous la petite frise chronologique un peu qui correspond à la démarche de création d'une CPTS, des différentes étapes à suivre pour créer une CPTS. Et du coup, concernant le financement des CPTS, donc il y a deux volets qui sont prévus par l'ACI pour accompagner financièrement les CPTS. Donc l'un pour contribuer aux frais de fonctionnement de la CPTS et un autre pour contribuer au financement des missions déployées, donc les missions que je vous présentais juste avant, les missions socles et les missions optionnelles. Et puis le montant des financements dépend de la taille des CPTS et des missions qu'elles proposent dans leur projet de santé. Vous voyez sur le tableau juste à droite les différentes tailles de CPTS qui correspondent du coup à des tableaux de financement corrélés. Concernant l'organisation et le fonctionnement, donc chaque CPTS détermine ses modalités de gouvernance puisque elles sont constituées en association LOM 1901. Donc elles structurent leur manière de fonctionner, de coordonner, de piloter leur projet. Mais elles s'appuient généralement sur un conseil d'administration et sur une équipe salariée qui comprend généralement une directrice et une coordinatrice, coordinateur-gris la plupart du temps.
Et puis, donc la CPTS s'adresse du coup à l'ensemble de la population qui est couverte par le territoire de la CPTS, donc dans une approche plutôt populationnelle. Concernant les stratégies d'intervention, on peut voir que les CPTS mobilisent des stratégies d'intervention assez variées sur des thématiques assez variées. Elles développent notamment des actions de prévention thématique, donc en lien avec des grandes campagnes nationales, mais aussi en lien avec les contrats locaux de santé, par exemple, et les priorités du projet régional de santé. Elles organisent des parcours patients coordonnés et pluriprofessionnels. Elles favorisent l'interconnaissance entre les professionnels de santé du territoire par des temps, enfin des journées d'échange, des soirées d'échange, des temps de formation communs. Elles forment et elles accompagnent les professionnels de santé sur le territoire sur des thématiques variées en lien du coup avec le projet de santé qu'elles ont signé. Et c'est vraiment l'ensemble de la coordination de ces professionnels sur un territoire qui a pour objectif d'améliorer la qualité du parcours de santé proposé aux populations sur le territoire concerné et d'améliorer la santé des populations in fine. Et je vous ai mis juste ici quelques ressources pour aller plus loin que vous pourrez consulter dans la présentation, notamment le guide de l'ARS Île-de-France qui date de 2017 mais qui est toujours d'actualité sur comment constituer une CPTS. Et puis, vous pourrez retrouver notamment sur l'Atlas des CPTS l'ensemble des CPTS aujourd'hui qui structurent le territoire et notamment l'Île-de-France. Et vous pourrez voir comment elles se sont déployées sur les dernières années. Et je laisse la parole du coup à Camille et Élise pour les MSP. Merci Pauline. Alors au niveau des maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP, donc c'est un mode d'exercice en soins primaires qui existe depuis 2007, donc qui est défini également dans le Code de la santé publique. Et en fait, entre 2007 et 2009, il y a eu plusieurs séries de lois pour réformer les soins de ville, avec en arrière-plan l'idée de faire des économies sur l'hôpital et donc, à contrario, d'investir davantage sur la ville. Et il y a aussi une structuration de l'offre de soins qui se fait pour répondre au manque de professionnels de santé, puisqu'historiquement, il y avait une concentration de l'offre assez importante autour des hôpitaux, mais avec des besoins d'offres de soins qui, bien sûr, grandissaient également en dehors de ces bassins-là. Et donc, on cherchait un modèle pour avoir un petit peu plus d'accessibilité. Et on a également en parallèle une évolution de l'offre ambulatoire qui va évoluer d'une pratique plutôt isolée vers une pratique qui sera, elle, concertée et pluriprofessionnelle. Donc, qui va pouvoir se décliner dans les maisons de santé, mais aussi dans les centres de santé. Entre 2011 et 2015, on a un début de commencement d'expérimentation sur la forfaitisation de certains postes de dépenses pour permettre le travail en équipe coordonnée. Donc on est d'abord sur un mode appel à projet, sur un mode expérimentation, avec entre 2015 et 2017 un financement qui se fait par l'assurance maladie. À ce moment-là, en fait, les syndicats de professionnels de santé n'ont pas encore validé d'accord, et puis on aboutit finalement en 2017 à un accord pour le financement des maisons de santé par l'assurance maladie, qui est donc l'ACI, dont on a parlé juste à l'instant pour les CPTS, et donc l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, existe également pour les MSP, et c'est lui qui va permettre de financer les actions qui sont portées par la maison de santé. Donc on est en ce moment, pour la petite histoire, en pleine négociation autour de l'ACI des MSP. Ce qu'il faut retenir de cette historique, c'est qu'on est avec les MSP sur un dispositif qui existe maintenant depuis une toute petite vingtaine d'années et qui, depuis maintenant 10 ans, est stabilisé. Je veux bien la suite. Merci beaucoup. Alors, sur les objectifs et les missions de la maison de santé, donc on a un premier objectif qui est d'améliorer l'accès, la qualité des soins et d'adapter les soins aux besoins de la population. Donc la connaissance assez fine des besoins de la population, elle vient du projet de santé, puisque la MSP, quand elle se crée, doit élaborer un projet de santé qui comporte un diagnostic territorial et voilà, une analyse des besoins des populations. Ça peut passer par des consultations non programmées, enfin, ça peut passer par des plages horaires élargies. Et puis, il y a une étude du ministère qui aurait montré qu'un patient, enfin, un médecin
exerçant en exercice coordonné va pouvoir prendre en charge 600 patients de plus qu'un médecin qui exercerait de manière isolée. Donc on est vraiment sur une question d'améliorer l'accès aux soins. Un deuxième objectif, c'est l'intégration de la prévention, de l'éducation à la santé et de la promotion de la santé dans les missions des MSP, puisque ce dispositif, son mérite est justement de pouvoir permettre aux professionnels d'aller au-delà du soin, c'est-à-dire au-delà de leur consultation ou de leur visite à domicile, pour pouvoir se consacrer à d'autres missions. On est sur une dimension aussi de lutte contre les déserts en santé, en favorisant l'installation des jeunes professionnels, puisqu'avec les MSP, on a un mode de travail qui est assez attractif, qui permet de rompre l'isolement des professionnels et qui permet également, enfin, qui est réputé pour avoir un impact aussi positif sur la qualité de vie de ces professionnels, en permettant le travail en équipe, en permettant de s'investir sur d'autres missions. Un autre objectif, donc, c'est l'évolution des pratiques professionnelles à travers une pratique autour de la coordination, à travers le travail pluriprofessionnel, le partage d'informations et la possibilité également pour les maisons de santé de s'investir vraiment dans des projets favorisant l'émergence de nouvelles de pratiques, par exemple à travers la participation éventuellement à des articles 51. Donc les articles 51, c'est des expérimentations qui permettent de tester de nouvelles formes d'organisation ou de rémunération, et les MSP sont régulièrement partie prenante de ces différentes expérimentations. Et puis enfin, dernier objectif, c'est de travailler en équipe avec l'usager autour du parcours de santé et avec les autres acteurs, puisque les équipes de MSP incluent de plus en plus les usagers dans les projets, dans l'organisation, et travaillent effectivement avec les autres acteurs du territoire. Donc la coordination, elle se fait à la fois en interne à l'échelle des professionnels de l'équipe, mais elle se fait également avec les autres acteurs du territoire avec laquelle la MSP peut travailler. Ça peut se concrétiser par exemple sur des actions de santé publique. Les deux missions socles, du coup, qui découlent de ces objectifs, c'est d'assurer des actions de soins, y compris des soins non programmés. On reste quand même sur des MSP qui sont dans le soin de premier recours, donc ça, c'est vraiment la mission principale. Et puis la deuxième mission qui est de mettre en œuvre des actions de prévention pour les populations. Alors, le périmètre et l'échelle d'intervention de la maison de santé, il va être assez variable. La terminologie officielle qui est utilisée par l'Agence régionale de santé, c'est la notion de bassin de patientèle, puisqu'on continue à quantifier comment dire, à quantifier la population qui est dans l'aire d'attraction de la MSP par la file active du médecin traitant. Donc, en fonction de la taille de la MSP, qui peut être très variable, et en fonction du lieu d'implantation de la MSP, ce bassin de patientèle, il va être plus ou moins élargi. Ça peut être un quartier, par exemple, si on est sur une MSP en plein Paris, elle va plutôt rayonner à l'échelle d'un quartier, et on est sur Paris, dans une ville qui comporte plusieurs MSP. Si on est sur des bassins de population plus ruraux, on peut avoir des MSP qui vont être plutôt sur de l'intercommunalité, et puis entre les deux, on a la commune, on a le bassin de vie locale, donc vraiment tout dépend à la fois du secteur géographique et de la taille de l'équipe. Sur l'organisation et le fonctionnement, donc la MSP, c'est une structure qui va regrouper plusieurs professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Donc le socle minimal défini dans le cahier des charges, c'est 2 médecins généralistes et un professionnel paramédical, que ce soit un infirmier, un kiné, une sage-femme, un pédicure podologue, etc. Et un coordinateur ou une coordinatrice qui peut être salarié ou qui peut travailler en freelance et qui va lui s'occuper plutôt de l'aspect gestion de l'équipe et gestion de tout l'aspect travail collectif. Les professionnels de santé, donc, ils exercent en équipe de manière coordonnée autour d'un projet de santé commun. C'est-à-dire que là, j'insiste, c'est vraiment la première brique quand les professionnels décident de s'installer en équipe.
c'est de créer un projet de santé qui va permettre à la fois de connaître mieux le territoire où exercent les professionnels, et également de définir quels sont un peu les paramètres essentiels et qui sont caractéristiques du territoire, par exemple en termes de pathologie, par exemple sur des maladies cardiovasculaires, sur le vieillissement de la population, etc. Et il travaille également avec les usagers qui peuvent être impliqués dans le fonctionnement de l'équipe à différents niveaux. La MSP elle répond à un cahier des charges qui est fixé dans l'ACI, donc qui va leur demander un travail en pluripro sur des protocoles. Donc c'est des équipes qui vont sur certains types de prise en charge avoir des protocoles communs et pluripro d'organisation. Donc ça peut être des protocoles autour de la BPCO, autour de l'hypertension. Enfin c'est très varié, ça peut toucher vraiment tous les domaines de la santé. Ils organisent également des RCP, donc des réunions de concertation pluriprofessionnelles dans lesquelles ils peuvent aborder des cas complexes que plusieurs professionnels ont en commun. Et puis ils travaillent avec un système d'information commun, donc tous ces critères sont validés dans le cadre de leur ACI. Et puis bien sûr, chaque équipe travaille sur les problématiques de santé de son territoire avec les acteurs locaux. Donc ça peut être des acteurs du social comme des CCAS, ça peut être du médico-social, ça peut être des associations. Enfin, c'est vraiment très large en fonction du territoire d'implantation de l'équipe. Je veux bien la suite. Donc il y a trois grandes stratégies d'intervention. Une première stratégie qui est de l'organisation des soins de premier recours et de ville. Une deuxième stratégie qui est plutôt centrée sur l'accès aux soins coordonnés et pluriprofessionnels. Et puis enfin, une troisième ligne plus populationnelle et thématique via la prévention et les parcours de santé. Sur le public cible, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de bassin de patientèle. En fait, c'est vraiment ce qui prime, c'est la notion de patient. Donc dans ce cadre-là, la maison de santé va prendre en compte l'ensemble des patients qui sont sur son territoire d'influence, enfin, sa zone d'attraction, dans le cadre de consultation. Donc de la même manière que votre médecin traitant va consulter les personnes qui viennent le voir pour des consultes, dans la MSP, c'est la même chose. Et donc à ce niveau-là, on est vraiment sur l'ensemble des populations, quel que soit l'âge et quelles que soient les pathologies. Cela dit, les MSP vont cibler un petit peu plus, puisque je vous le disais, dans le cadre de leur projet de santé, elles vont définir des actions prioritaires en fonction de tranches d'âge, en fonction de pathologie. Et donc à partir de là, elles vont cibler des pathologies qui vont pas être des pathologies que la MSP va exclusivement traiter, mais qui vont être des pathologies qui vont faire l'objet d'une attention particulière et d'une organisation via le travail en collectif, notamment via des protocoles. Donc, comme je le disais, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension, ça peut être la santé mentale, enfin, ça peut être vraiment très varié en fonction du diagnostic de territoire. Et puis, ils ont également dans leur cahier des charges la possibilité de mettre en place des missions de santé publique. Donc là où on est plutôt sur des stratégies d'aller vers, et là encore, ça va pouvoir brasser des populations un petit peu différentes, puisqu'ils peuvent proposer des actions qui vont concerner leur patientèle, mais aussi des actions qui vont concerner une population un petit peu plus élargie. Et ils peuvent, dans le cadre de ces missions de santé publique, soit s'inscrire dans des campagnes nationales comme Octobre Rose ou Moi sans tabac, par exemple, mais ils peuvent tout à fait, et c'est même préconisé, proposer des missions de santé publique qui vont plus s'enraciner dans leur projet de santé et créer une cohérence entre l'offre de soins qu'ils proposent et l'offre de prévention. Alors au niveau du financement, c'est un financement qui est assez simple. En fait, quand la MSP va se constituer, c'est-à-dire commencer à réfléchir à des locaux, commencer à réfléchir à une équipe, ils ont la possibilité de solliciter un financement de l'ARS qui va être fléché sur la mise en place d'une étude de faisabilité et sur une aide au démarrage. Ça va leur permettre de commencer à travailler
sur leur projet de santé et voilà, de vraiment mettre en place la structure. Et puis ensuite, de manière un petit peu plus routinier, quand la structure fonctionne, ils vont pouvoir contractualiser avec la CEPAM et l'ARS dans le cadre donc toujours de l'ACI, qui va leur permettre d'année en année de pérenniser un fonctionnement en fonction de leur réponse à un certain nombre. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'ACI, mais en tout cas dans un financement à la hauteur des critères qu'ils remplissent dans le cahier des charges. Sur les parties prenantes, alors plutôt dans la MSP elle-même, évidemment, on a les professionnels de santé, les professionnels psychologues également, qui ont un statut un petit peu à part, mais qui peuvent tout à fait rejoindre une maison de santé. Et puis des professionnels du social. On assiste de plus en plus à l'arrivée dans les MSP de professions comme les médiateurs en santé, qui permettent vraiment un travail en équipe et un petit peu plus élargi autour des problèmes d'accès aux soins, d'ouverture de droits, etc., et qui sont une vraie aide pour les professionnels soignants. Et puis, bien sûr, les usagers qui peuvent participer à différents projets de l'équipe. Ça, c'est plutôt en interne à la MSP, mais bien sûr, la MSP va rayonner sur son territoire et elle peut être partenaire et travailler avec tout autre type de partenaire dans le cadre de projets, que ça soit voilà, ça peut être inviter des partenaires sur des RCP parce que la thématique peut être d'intérêt, ça peut être les solliciter dans le cadre de missions de santé publique qui vont être faites en coordination avec des associations ou différentes institutions. Donc il y a aussi tout un travail de coordination qui se fait à l'échelle du territoire. Et c'est terminé. Merci Pauline. Merci Camille. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a fini de présenter, de passer un peu en revue les 5 dispositifs d'aujourd'hui. Vous avez un petit temps de questions. Alors, on a un peu débordé sur le temps qui était prévu, donc je pense qu'on aura un seul temps de questions, du coup, puis une autre animation un peu plus tard dans la présentation. Mais n'hésitez pas à poser vos questions maintenant, en lien avec ce que Margot, Camille et moi avons présenté. Ou peut-être qu'il n'y a pas de questions. Alors, il y a une question sur quelle est la différence avec un centre de santé. Je pense concernant les MSP, du coup. Bah, la différence essentielle, en fait, ça va être le statut des professionnels qui exercent, puisque en fait, dans la MSP, les professionnels de santé vont conserver leur statut de professionnel libéral, euh, donc avec l'autonomie que ça suppose, alors que dans un centre de santé, ce sont uniquement des professionnels qui sont salariés. Il y a une remarque sur le financement des CPTS qui ont aussi une variable qui se négocie chaque année en fonction de l'atteinte des objectifs fixés pour l'année, effectivement. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est c'est une chose à... Vous faites bien de préciser, merci. Question sur quelles solutions peuvent être mises en place pour faciliter l'accès aux soins des publics les plus précaires en situation administrative régulière, en particulier pour les soins dentaires et spécialisés. C'est une question très spécifique. Je pense que on y reviendra peut-être dans l'articulation sur justement comment articuler les différents dispositifs pour permettre que les différentes missions et les différents champs de compétences de chacun dispositif puissent s'articuler afin de répondre là, à ce besoin spécifique sur l'accès aux soins, par exemple. Je sais pas Moi, je si... veux bien dire un Ouais. petit mot, Pauline, pour compléter. Alors, ça concerne pas forcément les soins dentaires en particulier, mais il y a actuellement une expérimentation article 51 dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle SECPA,
donc sur les structures d'exercice coordonné participative. C'est des structures du coup qui travaillent beaucoup avec les usagers et autour des soins psy et de l'accès aux soins. Enfin, il y a un cahier des charges assez précis, je vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, dans le cahier des charges des équipes SECPA, c'est des équipes qui justement travaillent énormément, enfin qui travaillent dans des quartiers prioritaires et qui travaillent énormément avec des médiateurs en santé et avec également des services de traduction. Donc, ils ont vraiment une vocation, ces deux. Enfin, c'est une expérimentation qui a vraiment vocation à travailler justement avec des publics précaires et à vraiment bosser sur l'ouverture de droits, sur comment on fait pour que ces personnes qui maîtrisent pas forcément la langue puissent malgré tout avoir accès, enfin comprendre via la traduction ou via le médiateur en santé ce que dit le médecin ou ce que dit le professionnel de santé. Il peut y avoir un accompagnement à aller vers des rendez-vous de spécialistes ou à prendre ces rendez-vous parce que ça peut être parfois complexe. Donc voilà, c'est une expérimentation qui devait rentrer dans le droit commun, qui fait l'objet là de pas mal de remous au niveau législatif. Donc on est en attente de savoir pour la suite, mais enfin, ça peut être un élément de réponse, en tout cas, cette initiative SECPA. On a deux maisons de santé et deux centres de santé en Île-de-France qui sont dans l'expérimentation. On vous transférera du coup le lien vers l'initiative et qui recense les différentes expérimentations qui ont été faites en France à la suite de cette présentation. Merci. Et Euh, si je peux compléter rapidement aussi sur une démarche qui peut aussi permettre de faciliter l'accès aux soins des personnes et des publics les plus précaires, il y a aussi les passes de ville, les permanences d'accès aux soins de santé de ville, qui permettent en fait de faire le lien pour désengorger l'hôpital et les passes hospitalières, de faire le lien avec la médecine de ville. Donc de permettre en fait par une médiation en santé, par des entretiens, de repérer quels médecins en ville peuvent prendre en charge un patient et de lui permettre aussi de lever les barrières de l'accès aux droits et aux soins. Donc voilà, et dans les passes de ville, il y a aussi tout un maillage qui se fait avec les démarches locales de santé, qui peut aussi aller au-delà du soin, mais permettre aussi de mailler avec des associations s'il y a un autre besoin qui est repéré, de faire le lien avec l'aspect alimentaire, l'aspect ressources multiples pour aussi aller au-delà de soins et donner d'autres ressources à la personne. Voilà, donc ça me paraissait aussi une démarche intéressante à avoir en tête sur les territoires, les passes de ville. Merci Margot. Il y a une question sur quelles sont les pratiques pour s'assurer de l'articulation et de la complémentarité entre ces dispositifs. Ce sera l'objet de la partie juste après, donc on y répondra normalement juste après, puis s'il y a encore des questions, on vous laissera reposer peut-être une question plus spécifique. Il y a une question sur est-ce que l'ARS et l'assurance maladie réalisent des contrôles auprès des MSP? Camille, je te laisse y répondre. Oui, ben, en fait, en termes de suivi, donc via l'ACI, il y a un dossier qui est rendu annuellement par l'équipe de la MSP et qui rend compte de ce qui est fait dans l'équipe. Après, il y a un dialogue de gestion qui peut se faire entre ARS, assurance maladie et MSP, qui peut être variable en fonction des départements, parce que toutes les CPAM et ARS, enfin, et DD ARS fonctionnent pas forcément de la même manière en fonction d'eux-mêmes, comment ils sont pourvus en poste, etc. Mais je sais que certaines délégations font un dialogue de gestion annuel sur site. Après, il n'y a pas de contrôle en tant que tel, mais je sais que ça peut arriver s'il y a vraiment des alertes qui sont faites sur un fonctionnement en particulier. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui viennent dans le chat. Donc, je vous propose de passer à la partie suivante et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat dans tous les cas. Donc on y répondra au fur et à mesure ou à la fin de la présentation, le cas échéant. Voilà. Concernant du coup l'articulation des dispositifs pour favoriser la santé des populations, l'idée c'était ce qu'on s'est dit en préparant cet atelier, que c'était de repartir des productions qu'on avait pu faire, enfin que la Fabrique Territoire Santé avait pu faire ou que la FEMASIF avait pu
avez pu faire pour essayer d'un peu d'identifier quelles sont les bonnes pratiques ou en tout cas des choses à garder en mémoire pour articuler les différents dispositifs. Donc, Camille, je te laisse présenter peut-être le guide que vous avez fait à la FEMAZIF sur les MSP actrices de santé publique. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les MSP peuvent, via la CI, réaliser des missions de santé publique. Et c'est vraiment dans ces missions, je pense que se cristallise vraiment énormément la manière dont les MSP vont travailler avec leur environnement, puisqu'autant sur des protocoles pluripro d'organisation, on reste plus sur une coordination interne sur les actions de santé publique. C'est aussi vraiment l'occasion d'aller récupérer du partenariat et d'aller travailler en lien avec un diagnostic local qui peut être le diagnostic qu'elles-mêmes ont fait au cours de leur projet de santé, mais qui peut être partagé avec des diagnostics provenant des CLS, par exemple. Donc il y a vraiment une articulation à ce niveau, et puis c'est une articulation aussi qui va se faire voilà, en fonction d'à quoi ressemblent les ressources locales, d'aller chercher, si on veut faire de la prévention sur les enfants, d'aller travailler avec des écoles ou des lycées, si on est sur de la périnatalité, d'aller travailler avec la PMI. Donc il y a vraiment quelque chose de concret qui se font dans les missions de santé publique. Et donc au niveau de la FEMASIF, on a édité un guide, on fait régulièrement, on publie généralement un guide par an. Donc ça, c'est un guide qui existait déjà depuis 2019 et qu'on a réactualisé à la fin de l'année 2024, qu'on a fait en coopération avec l'ARS et la CEPAM, bien sûr, et aussi avec Promo Santé qui nous a pas mal aidé sur les aspects méthodologiques. Voilà, donc c'est un guide qui est à destination des équipes et qui en gros se décline en trois parties. Une première partie de définition de ce qu'est une mission de santé publique et quels sont les critères pour les valider dans le cadre de la CI, une partie plus méthodologique et puis enfin une partie sur les différents types de financement. Donc c'est une ressource qu'on retrouve sur le site de la FEMASIF. Et on vous enverra également le lien direct, je pense, suite à la présentation. Oui. Merci Camille. Margot, je te laisse présenter les deux enquêtes principales dont je voulais parler aujourd'hui. Oui, merci. Du coup, à la Fabrique, on a élaboré un dossier ressources sur les coordinations des démarches territoriales de santé. Et donc, ce ressource, il s'appuyait sur un groupe de travail qui a été mis en place au sein de la Fabrique. Et il y a eu deux focus group également, avec des coordinatrices, coordinateurs de CLS, ASV, CLSM. Donc au niveau du contenu de la partie 1, donc il se distingue en trois parties. Déjà, un état des lieux des coordinations des démarches territoriales de santé, coordonnées en santé publique, de quoi parle-t-on? En fait, c'est vrai que la notion de coordination, elle s'inscrit vraiment, à la base, c'était plus sur des réseaux de santé, réseaux d'accès aux soins. Plus on est allé un peu plus ensuite sur les déterminants de santé avec les ASV, les CLS, CLSM. Donc ça, on essaie de voir un peu l'évolution de la notion de coordination en santé publique, le contexte de la décentralisation et de la territorialisation de l'action publique locale, les enjeux auxquels font face aujourd'hui les coordinations des démarches territoriales de santé, les enjeux et les contraintes, et également de quels professionnels et de quels postes parle-t-on. Sur ça, on s'était appuyé sur une enquête qu'on avait menée sur un état des lieux sur les CLS ASV, où on avait pu en fait objectiver les professionnels, le type de contrat, l'âge aussi des coordinatrices, parce que voilà, c'est majoritairement des femmes. Et donc, ça donne à voir un peu les postes et les fonctions. Donc, vous pouvez, voilà, vous pourriez accéder à ce dossier ressources via le lien. Et ensuite, dans la partie 2, si tu peux. Ah oui, donc ça, c'était les enjeux et les contraintes des coordinations. Donc, les enjeux, donc le fait de s'articuler autour d'une démarche projet, de rendre la coordination indispensable, de favoriser la transversalité au niveau local. Et puis les contraintes, donc le fait que, comme ces démarches, vous avez vu, elles regroupent un large panel d'acteurs. Il y a des différences de rationalité des pouvoirs publics, mais à la fois aussi des professionnels de l'administration et des professionnels de santé. Donc des enjeux différents en fait de tous ces acteurs-là. Qui, voilà, c'est une contrainte à dépasser.
Et puis des fonctions qui souffrent d'un manque de reconnaissance aussi institutionnelle et d'une précarité des statuts. Donc ça, c'est aussi des contraintes qui ont été identifiées. Et si tu peux aller à la slide suivante. Voilà, donc la partie 2, c'est des retours d'expérience. Donc ces retours d'expérience, on les avait choisis aussi pour varier entre milieu rural, milieu urbain, milieu semi-urbain et aussi l'échelle juridique de portage de ces démarches-là pour que chacun, chacune puisse s'identifier ou en tout cas avoir des retours d'expérience assez détaillés sur la coordination. Donc voilà, il y a 5 cas retours d'expérience que vous pouvez aussi aller feuilleter si ça vous intéresse, où vous voyez un peu les enjeux au niveau du pilotage, au niveau du contexte territorial, de la santé dans toutes les politiques, de comment ça se décline concrètement. Donc, vous avez des exemples que vous pouvez feuilleter. Et puis, la synthèse, et la partie 3, c'est un peu la synthèse de tout ça avec, on est venu synthétiser un peu les missions des coordinations qu'on avait pu observer, les postes et les positionnements administratifs, le pilotage des démarches et les enjeux autour de l'échelle territoriale et du portage politique. Donc ça, c'est la partie 3 du dossier ressources. Donc dans les missions de coordination, là c'est vraiment synthétiquement de vous donner juste à voir les messages clés de cette des missions de coordination. Déjà la plus-value de la coordination, c'est d'impulser et de coordonner une synergie locale. Donc souvent les coordinatrices, elles impulsent des actions qui n'auraient pas vu le jour autrement, en réunissant les acteurs et les actrices et maintenir la dynamique partenariale. Et en fonction des contextes, il y a des missions plus ou moins opérationnelles d'organiser, planifier les différentes instances, de mobiliser et conseiller les élus, d'effectuer une veille d'information, de répondre et d'identifier aux appels à projets. Des doubles casquettes aussi, et des multi-contrats qu'on voit se développer. Parfois, un coordinateur, il est coordinateur CLS, ASV, CLS, CLSM, et parfois les trois. Donc, parfois, c'est une opportunité de mutualiser les postes parce qu'on mutualise les instances et on permet de pas forcément reconvoquer plusieurs fois des professionnels qui pourraient être les mêmes sur un territoire donné. Mais ça peut être aussi un frein parce que ça peut peser négativement sur la capacité à chaque démarche de se déployer pleinement et également des points de vigilance aussi sur la fonction de coordination. Parfois, c'est une fonction très incarnée et les coordinatrices ont parfois noté le risque de confusion entre la fonction de coordination et l'objet de la démarche. Donc pour ça, il y a des pistes en fait, c'est de nommer par exemple des pilotes de groupes de travail pour qu'ils fassent l'interface entre la coordinatrice et les projets et pour que la coordination soit moins isolée dans cette fonction-là. Voilà de manière synthétique un peu les messages clés, mais ils sont plus détaillés dans le dossier ressources. Merci Margot. Du coup, sur cette question d'articulation, maintenant que, on l'espère en tout cas, les dispositifs sont un peu plus clairs pour vous, on se disait que c'était chouette de vous interroger sur quels sont selon vous les leviers et les freins à l'articulation des différents dispositifs qu'on vous a présentés en lien avec ceux que vous connaissez, en lien avec vos pratiques professionnelles et vos contextes professionnels. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un deuxième petit quiz. Comme celui qu'on a fait en introduction de cette présentation. Je vous laisse scanner le QR code qui est projeté sur l'écran. Et l'idée, c'est qu'on recueille un peu quels sont, selon vous, d'abord les leviers, puis les freins, ou inversement, je ne sais plus, à l'articulation de ces différentes démarches. Et en lien, on verra si ça fait lien avec nous, les choses qu'on a pu voir dans les enquêtes qu'on a pu réaliser, soit à la Fabrique, soit à la FEMACIF, soit à Promotion Santé. Alors, je vous laisse vous connecter au quiz. Et pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à se connecter, on vous laisse participer dans le chat également. On prendra en compte vos réponses. Merci. Je vous propose de commencer. Alors, hop.
Quels sont, selon vous, donc, les leviers qui favorisent l'articulation des dispositifs territoriaux en santé qu'on vous a présentés juste avant, en lien avec votre expérience, vos contextes professionnels, votre secteur d'intervention aussi? On vous laisse encore quelques instants pour apporter vos dernières réponses. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a des questions de motivation et d'implication des acteurs qui ressortent beaucoup, des questions de communication entre acteurs et d'interconnaissance. J'ai vu pas mal de choses à ce sujet sur que les acteurs se connaissent, la connaissance des acteurs locaux, euh, la connaissance des acteurs des terrains. Donc, il y a vraiment cette question de créer d'interconnaissance entre les acteurs, de créer un peu une culture commune entre les différents acteurs qui participent à ces dispositifs. La volonté de se créer un réseau aussi, j'ai vu ça plusieurs fois, la coordination des réseaux, la bonne coordination des réseaux. La question de la transversalité aussi qui est revenue plusieurs fois sur entre ces différents acteurs et entre ces différents dispositifs, j'imagine, ou entre les professionnels qui les composent. Euh, L'importance du rôle de cordeau, enfin le lien entre cordeaux, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui ressort. N'hésitez pas à préciser s'il y a des choses que j'interprète mal dans le chat. Le diagnostic partagé pour pour prioriser les actions complémentaires, qui est vraiment une étape là où pour le coup, qui est assez importante effectivement pour se connaître et pouvoir prioriser et agir ensemble sur certaines actions. L'évaluation, qui peut être un levier, effectivement, qui favorise l'articulation entre les dispositifs, les rencontres entre acteurs et financeurs. J'ai l'impression on a fait le tour. Merci pour vos réponses. Maintenant, on va passer du coup aux freins que vous identifiez à l'articulation entre les différents dispositifs.
On vous laisse encore quelques instants. Alors, si je commence à regarder un peu les freins, il y a des choses qui sont plutôt le contraire de tout ce qu'on a dit, ce qui avait été dit en levier, c'est-à-dire le manque de communication, la communication parfois complexe, la méconnaissance des dispositifs ou des acteurs. C'est revenu plusieurs fois. Il y a aussi des choses qui sont un peu nouvelles, par exemple donc le turnover important des postes, le nombre de réunions ou la longueur des réunions que ça peut prendre dans un quotidien professionnel et le manque de disponibilité des différents acteurs. Il y avait aussi des choses sur travailler chacun de son côté, donc j'imagine le travail en silo, le fait d'être chacun dans sa branche d'activité et de pas avoir ce manque de transversalité finalement. Le manque de portage local, donc soit j'imagine par la hiérarchie ou un portage politique, le cas échéant, ou un portage de gouvernance. Une mauvaise analyse des besoins, la lourdeur administrative de ces dispositifs, le manque de coordination, des difficultés de fonctionnement, difficultés d'évaluation également. Le flou sur la place de chacun aussi, effectivement, sur le rôle que chacun peut avoir dans chacun dispositif, ça peut être un frein. Et j'ai l'impression que j'ai fait à peu près le tour de vos réponses. Merci beaucoup en tout cas. Et on vous propose du coup de revenir sur quelques éléments qu'on estime être importants, ou en tout cas sur lesquels on peut s'appuyer pour articuler au mieux les différents dispositifs en lien avec d'abord ce que vous avez produit à la fabrique. Margot, je te laisse. Oui, bah déjà, je voulais revenir, oui, un peu sur ce qui est apparu dans le WooClap au niveau des leviers. Il y avait beaucoup le fait de faire le lien entre les cours d'eau. Et en effet, ça peut se traduire aussi par des réunions d'interconnaissance, par exemple à l'échelle départementale ou régionale, avec des coordinateurs des contrats locaux de santé, ASV, mais aussi CPTS, DAC, dispositifs d'appui à la coordination. Donc ça, c'est vraiment des leviers qui sont mis en place dans les territoires et qui permettent déjà que chacun se connaisse, sache ce qui se fait voilà, dans chaque démarche et puisse voir, ah, mais sur tel projet, on a peut-être une action en commune, on va mutualiser ou alors on va donner des idées de partenaires à solliciter. Donc voilà, faire le lien entre les cordeaux, oui, c'est un levier. L'interconnaissance, donc par ces réunions, mais aussi par le fait de participer à des instances de l'autre démarche. Par exemple, pour l'articulation CLS-CPTS, dans l'enquête qu'on avait pu mener, on avait pu voir que, en tout cas dans les territoires, le fait que le cordeau CLS participe aux instances de la CPTS et inversement, ça permet vraiment de s'articuler autour de l'accès aux soins. Alors, c'est pas forcément institutionnel, ça peut être aussi avec des réunions informelles, par exemple des appels mensuels entre les cordeaux pour se dire voilà où est-ce qu'on en est. Donc, voilà, dans le meilleur des cas, quand ça fonctionne, ça permet vraiment de s'articuler parce que l'accès aux soins, c'est un enjeu partagé à la fois par les CPTS et les MSP, mais aussi par les contrats locaux de santé. Donc, ça permet vraiment, ça peut être un levier de s'articuler à ce niveau-là. Vous parliez aussi du diagnostic et des données dans le WooClap. En effet, parfois, c'est pas la peine de faire deux, trois fois un même diagnostic sur les enjeux de santé. C'est vraiment une opportunité de partager les diagnostics entre les différentes démarches. Donc, que ce soit le CLS avec la CPTS, voilà, quand une CPTS se met en place, ben, de s'appuyer sur le diagnostic existant et inversement, si c'est le CLS qui se met en place sur un territoire et qu'il y a une CPTS, ben, de s'appuyer sur les données pour mutualiser et d'avoir un accès partagé aux données et aux ressources locales. La mise en place de groupes de travail en commun, ça peut être aussi un levier pour déjà renforcer les compétences et éviter les actions en doublant. Vous le mettez dans un frein, les actions en doublant, en effet. Parfois, les actions en doublant, ça peut être un frein. La lourdeur administrative aussi, vous le mettiez dans les freins. Parfois, c'est vrai que voilà, avec le temps de plus en plus lourd dédié à la réponse aux appels à projets et aussi à maintenir et initier les instances, que ce soit le COPIL, le COTEC, il y a parfois moins de temps aussi qui peut être dédié à la mise en lien avec les autres démarches.
Donc ça, c'est vrai que ça peut être un frein. Il n'y a pas forcément de levier pour ça, mais en tout cas, c'est pour ça que voilà, c'est la méconnaissance des démarches entre elles. Donc oui, ben ça, c'est le levier, c'est l'interconnaissance et le lien et la mise en lien. Euh, voilà, donc ça, de se poser les bonnes questions sur les démarches, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse toute faite sur les articulations. L'idée, c'est vraiment de se poser déjà des questions sur le périmètre, sur les actions qu'on peut faire en commun, sur le contexte aussi du territoire. Voilà, donc par exemple, les articulations elles peuvent se jouer au niveau du contrat local de santé et du conseil local de santé mentale. Comme il y a un axe santé mentale dans le CLS, ben, comment ça s'articule à ce niveau-là? Les articulations elles peuvent se faire au cas par cas. Au niveau du CLSM et de l'ASV, ben, c'est parfois d'avoir une culture commune. Les ateliers santé-ville, ils ont travaillé historiquement beaucoup sur la santé mentale au niveau des quartiers prioritaires politiques de la ville et d'avoir un outil dédié, donc le Conseil local de santé mentale, c'est vraiment une plus-value, donc de s'articuler avec cet outil-là, d'avoir une culture commune sur la promotion de la santé mentale. Et l'articulation, elle se joue aussi au niveau de l'atelier santé-ville et du contrat local de santé, parce que l'atelier santé-ville, il est dédié du coup sur les quartiers politiques de la ville et c'est le volet santé du contrat de ville. Mais en l'absence d'atelier santé-ville, ça va être le CLS qui va être le volet santé du contrat de ville. Donc il y a vraiment une articulation à jouer entre le CLS, l'ASV et le contrat de ville. Donc peut-être que tu peux aller à la slide suivante, Pauline. Pour peut-être voilà, rapidement vous parler d'une enquête qu'on avait menée sur la place des QPV dans les CLS et qui avait pour objectif donc de donner à voir les articulations qui, euh, qui, qui avaient lieu entre le contrat local de santé et le contrat de ville. Donc il y a eu 122 répondants et 92 personnes étaient des coordos de CLS, d'ateliers santé-ville et de CLSM. Donc, il y a eu à peu près beaucoup, voilà, beaucoup de régions représentées avec une plus-value forte de l'Île-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Donc, il y a en général une forte articulation entre le CLS et le contrat de ville. Le CLS, il est clairement reconnu comme le volet santé du contrat de ville et avec des axes et des objectifs et des actions en commun. Et ça se traduit dans certains cas par les axes santé dans le contrat de ville sont ceux du contrat local de santé, par exemple. Donc là, on peut voir qu'il y a une articulation qui se met en place. Et parfois, c'est la participation de la coordinatrice du contrat local de santé à la réécriture du contrat de ville et aux instances de suivi. Et également, ça peut être une animation du groupe de travail santé en binôme du contrat local de santé et du contrat de ville. Voilà pour les articulations, enfin en tout cas sur des exemples, hein, là je ne vais pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer un peu des leviers, en tout cas des exemples d'articulation. Et puis pour le levier, pour le travail en transversalité, au-delà de ce qu'on a vu sur le lien entre les cordeaux, l'interconnaissance, le diagnostic, les groupes de travail en commun, il y a parfois aussi l'acculturation aux problématiques de santé à un niveau plus large que les cordeaux, mais c'est souvent en lien avec la formation des agents des collectivités ou des élus à la santé. La nature aussi des services auxquels est rattachée la coordinatrice ou le coordinateur. Par exemple, si la coordinatrice est rattachée à la fois à un CCS et à la collectivité, elle va pouvoir mailler l'ensemble de ces acteurs. Ou par exemple, si la coordination elle est dans une direction générale de la santé, il y a plus de visibilité sur les autres politiques publiques et donc ça peut permettre une transversalité plus forte. Les échelles territoriales aussi, ça peut être un frein ou un levier. On l'a vu, hein, les CPTS, les ateliers santé-ville, les CLS, ils sont à des échelles variées. Donc l'idée, c'est d'arriver à sortir de ces critères administratifs pour voilà, travailler en bonne intelligence et mettre de la cohérence entre les démarches. Et le portage politique également, il est important au niveau du travail en transversalité. Je ne vais pas prendre plus de temps parce que je vois qu'on a déjà bien. Merci, Ça va. Pauline. Merci. Et peut-être pour rebondir du coup sur ce que disait Margot et pour compléter aussi, suite à un projet qu'on a mené en Seine-et-Marne, on a pu tirer un peu des enseignements de l'évaluation de ce projet et ça rejoint un peu les enjeux d'articulation des dispositifs et des différentes politiques publiques entre elles et je trouvais que ça faisait le lien avec toutes les questions qui étaient posées là dans les freins et les leviers qui sont ressortis que vous avez mentionnés. Et du coup,
Je vais présenter quelques points d'attention un peu pour l'action. Et donc, il y a d'abord s'appuyer sur la Charte d'Ottawa comme cadre d'action. C'est vrai que c'est un cadre qui est cohérent pour articuler les différents dispositifs en lien avec les différentes stratégies que la Charte d'Ottawa propose. Et c'est intéressant de faire ce travail entre les différents dispositifs pour voir à quels endroits les dispositifs font doublon ou les actions font doublon, à quels endroits il y a peut-être des trous dans la raquette. Et ça peut être assez pertinent comme travail réflexif, par exemple, en temps d'échange d'interconnaissance, par exemple, ça peut être un travail qui peut être fait. S'appuyer également sur les principes de la promotion de la santé, sur l'analyse des déterminants de la santé, sur les inégalités sociales de santé, pour permettre de prioriser peut-être les actions menées et articuler davantage les dispositifs en lien avec ces principes-là et en lien avec les projets de santé ou les diagnostics qui sont faits sur les territoires. Vous l'avez beaucoup dit, donc je ne vais pas y revenir, mais favoriser le développement d'une culture partenariale en conjuguant du coup les cadres réglementaires, mais aussi les acteurs existants et en jouant avec ces deux logiques pour que ce soit le plus pertinent possible pour les territoires. Viser l'éco-bénéfice et les stratégies gagnant-gagnant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait finalement d'essayer de trouver des objectifs communs aux différents dispositifs pour que les missions puissent se rejoindre et qu'ils puissent être davantage complémentaires et en tout cas ne pas se superposer ou ne pas aller à l'inverse les uns des autres. Favoriser une approche intersectorielle, notamment avec des acteurs qui travaillent déjà avec vous ou avec lesquels vous êtes déjà qui sont déjà mobilisés et qui sont déjà investis. Vous avez mentionné que justement dans les leviers que l'investissement des acteurs c'était important et du coup le fait de s'appuyer sur ces acteurs-là peut-être pour lancer ou en tout cas impulser des dynamiques avec d'autres dispositifs ça peut être pertinent et puis bien sûr s'appuyer sur l'existant et justement pour éviter les doublons que vous mentionnez dans certains freins et puis s'appuyer sur les acteurs ressources, on en a parlé tout à l'heure dans la présentation des dispositifs et ne pas oublier que c'est une démarche et ça, ce sont des démarches qui prennent du temps et que c'est des articulations qui prennent du temps et qui sont développées sur le long terme. Donc évidemment que les liens qui se créent aujourd'hui ne sont pas forcément des liens d'action tout de suite, mais en tout cas c'est des choses à prendre en compte et je vous ai mis le lien de la synthèse de l'évaluation qui a été réalisée que vous pourrez consulter si ça vous intéresse. Je vais pas vous retenir plus longtemps, juste vous aurez dans le diaporama et à la suite de cette présentation un petit tableau récap qu'on a complété suite au référentiel contrat local de santé qu'avait produit l'ARS en 2016, qu'on a complété avec les différents dispositifs qu'on a présentés aujourd'hui que vous pourrez utiliser dans votre pratique et diffuser. Voilà. Et puis, donc, toutes nos actualités que vous retrouverez du coup dans le support de présentation et nos autres dispositifs de montée en compétences. Et juste quelques dates pour les prochains mois, prochaines semaines. Un webinaire qu'on organise la semaine prochaine avec l'ARS Île-de-France, l'Association des maires d'Île-de-France et l'Association Élus Santé publique et Territoire sur le thème Après les élections municipales, donner à la santé toute sa place au sein des collectivités locales. Donc vous retrouverez dans le support le programme détaillé et le lien d'inscription. Et puis pour les coordinateurs tristes franciliennes ou leur écosystème, on organise le 22 septembre la journée d'accueil des nouveaux coordinateurs avec les centres ressources politiques de la ville francilienne. Donc ce sera là l'occasion de faire le lien avec justement l'articulation entre démarche territoriale de santé, CPTS, MSP, enfin structure d'exercice coordonné et politique de la ville. Donc on vous invite à noter la date si c'est pas encore fait, à vous inscrire via le lien qui est mis dans la présentation. Et on vous remercie pour votre participation. Et s'il y a des dernières questions, on peut y répondre juste là. Mais en tout cas, merci pour votre présence et on espère que cet atelier vous aura été utile pour mieux comprendre et discerner les différents dispositifs